Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre Voyageurs, animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 29 juin 2018 et je poursuis cette promenade dans les limbes, collection Nelson, collection Nelson qui a été fondée à la fin du 18e siècle. Je vais revenir, je vous ai dit hier que je vais revenir parce que j'ai passé trop vite sur cette collection-là. Et puis maintenant, pour ma part, jamais plus je regarderai les petits Nelson de la même manière. Alors aujourd'hui, je vous parle de Jules Sandeau. Et les informations que j'ai glanées ici et là sur Internet, eh bien, sur le site de l'Encyclopédie Universalis et Wikipédia, ne disent pas exactement les mêmes choses. Alors, de là la nécessité, on dira que les informations sur Jules Sandeau qui sont erronées ou bâclées ou une erreur répétée plusieurs fois, ce qui est souvent le cas dans le domaine de l'érudition. On répète une erreur et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit non, mais ici, c'est pas comme ça que les choses se sont passées. Et je dirais pas que c'est des fake news, mais il y a une sorte de paresse, de fatigue aussi devant une telle accumulation de faits, de détails, et aussi le foisonnement de documents, qui est le cas ici, contrairement à ce qu'on pourrait penser concernant Jules Sandeau, fait qu'il faut avoir l'estomac bien armé et une sorte de diligence, de sagacité, d'esprit tatillon, un esprit scientifique en un mot, pourrait réussir à démêler tout ça. Alors, je vais pas faire une synthèse parce que c'est pas le but de mes vidéos. Ce ne sont pas des vidéos d'érudition. Ce sont des vidéos d'un lecteur qui partage ses intérêts, qui partage ses préoccupations, qui partage ce qu'il touche. Et là, c'est un lecteur qui est confronté, qui se confronte à cette invraisemblable archipel, obscur pour la plupart, dont la partie la plus importante est dans l'obscurité, cet archipel qu'on appelle la collection Nelson. Alors Jules Sandeau est né en 1811, il est mort en 1883. C'est le fils d'un percepteur d'impôts, il fait des études de droit sans enthousiasme. Et on nous dit que son caractère pusillanime, léger et paresseux, trouverait peut-être sa source dans ce manque d'enthousiasme-là. Mais ce qui est un peu étonnant, c'est qu'un esprit aussi prémisotique que le sien a commis, je dis bien commis parce que la critique, elle est impitoyable sur son œuvre, a commis une cinquantaine d'ouvrages. Et il a été admis en 1858 à l'Académie française. Alors, il a obtenu un fauteuil à l'Académie française. Alors, au début de sa carrière d'homme de lettres, il rencontre George Sand, avec qui il a une liaison amoureuse. Et George Sand dira de lui qu'il était aimable et léger, comme le colibri des savanes parfumées. Tout un compliment, être comparé à un colibri des savanes parfumées. Je ne sais pas si un jour une femme vous a dit que vous ressembliez à un colibri, mais bon. Mais elle s'en lasse rapidement. Elle s'en lasse assez rapidement, ce qui ne lui a pas empêché de... Ils ont écrit un roman à quatre mains. Et elle lui présente Balzac. Et ce que nous dit la fiche Wikipédia, c'est qu'il a été secrétaire pendant un certain temps de Balzac, mais ce que nous dit l'Encyclopédie Universalis, c'est qu'il ne l'a pas été. Balzac l'avait approché, et là où les deux versions concordent, c'est que le jeune Jules Sandeau a été terrifié par l'incroyable capacité de travail du Napoléon des lettres, ainsi que l'a qualifié Barbé d'Aurevilly. Alors, il a été terrifié. Le Balzac le réveillait en plein milieu de la nuit pour lui lire des passages, lui soumettait des manuscrits et exigeait des corrections rapides.
Alors, on imagine, mais le Jules Sandeau, finalement, accablé par la tâche, s'est sauvé et a laissé son loyer impayé. Ah oui, parce que à la suite de sa rupture avec Georges Sand, il y avait des pensées suicidaires et Balzac l'a recueilli chez lui. Et il lui a offert ce poste de secrétaire. Ici, on ne sait pas si... En tout cas, ça n'a pas duré longtemps. Et il s'est sauvé, laissant son loyer impayé et les dettes qu'il a refilées à Balzac. Mais ça, j'imagine Balzac qui déplaçait des montagnes de dettes, qui travaillait jour et nuit, hein, on le sait, il buvait des litres de café. C'est un véritable forçat, à la fois pour maintenir un rythme de vie hallucinant. Il en est mort, hein, il est mort de travail. C'est l'exemple du bourreau de travail absolu. Alors, il le recueille chez lui, et Balzac a eu des mots durs aussi pour lui. Il a partagé le point de vue de Georges Sand, qu'au fond, d'un esprit nonchalant, manquant de volonté, et tout ça. Alors, c'est là que le passage que je vais vous lire, c'est son ouvrage le plus célèbre, Madame de la Séglière, qui est le 123e de la collection de Nilsson. Je vous résume l'histoire, mais là, ici, c'est là, j'ai fait des recherches, sans doute pas assez exhaustives, parce que j'aurais trouvé une réponse, mais encore là, c'est des questions, j'aurais envie de dire d'érudition, mais peut-être pas tant que ça, parce que ce que nous dit la fiche Wikipédia, c'est que ce roman-là est un roman à clé qui nous explique la relation de Jules Sandeau avec Balzac. Et si on lit le résumé, hein, de l'histoire, eh bien, honnêtement, j'ai du mal à faire le lien, j'ai du mal à saisir où sont les clés. Il faudrait vérifier, mais ce que nous dit, je vais conclure, ben, en fait, ce que nous dit Barbé d'Aurevilly quand il a été admis à l'Académie française, dans un texte aussi qui faisait suite à la fois à la parution récente d'un livre de Sandeau, Éreintement complet, et sa nomination à l'Académie. Il nous dit, document que vous pouvez trouver sur Internet, Balzac, le Napoléon du roman du 19e siècle, tandis que M. Sandeau, avec ses qualités meilleures, ne sera jamais que la femme littéraire de M. Georges Sand. Et allez lire l'article, c'est évidemment Barbé d'Aurevilly, c'est un styliste étincelant qui ne ménageait pas ses effets. D'ailleurs, la postérité a retenu Barbé d'Aurevilly, ne retient rien de Jules Sandeau. Ce qu'on peut lire ici et là sur les agrégateurs, c'est que son œuvre, elle est insipide. Ici, ce livre-là est attaqué de toutes parts. On dit que c'est insipide, qu'il y a de belles descriptions, mais la chute, elle est navrante, c'est mièvre, c'est fade, c'est sans saveur, hein, selon la formule convenue. Alors, on n'aura pas envie de le lire si moi, l'intérêt que je pourrais porter à cet ouvrage, c'est de découvrir les mécanismes de la relation de Sandeau avec Balzac. Mais je ne sais pas si j'ai envie de me taper tout ça. Mais néanmoins, je reviens sur l'histoire. C'est à la suite de la Révolution française, un fermier se porte acquéreur du domaine de son maître. Et le fils de ce fermier s'en va, et c'est le passage que je vais vous lire, s'en va combattre la Russie dans les armées napoléoniennes. Il y a des échanges de lettres avec le père. On est le père de ces nouvelles, et une baronne de retour au pays tente de récupérer le domaine, et pour ce faire devient amie avec le fermier affranchi. Et là, tout un jeu de tractation se noue pour essayer d'embobiner le vieux fermier, quand le fils prodigue, qui avait été encellulé dans les prisons moscovite, réapparaît et déjoint ainsi les stratégies, les stratagèmes de la baronne. Et semble-t-il, ça finit un petit peu en queue de poisson.
ce que nous dit les diverses fiches que j'ai parcourues, c'est que un des mérites de cet ouvrage-là, c'est de nous montrer que, malgré la Révolution, euh, l'esprit, la mentalité de classe se poursuit. Mais ça, cette mentalité-là de classe, elle est partout. Il s'agit de tendre l'oreille, il s'agit d'entendre ce que les privilégiés peuvent dire sur les classes défavorisées. Pour un peu, elles mériteraient le sort qui leur sont faits. Moi, je dis à l'envi ce que je pensais de tout ça. Je pense que plus on reçoit dans la vie, et par les hasards de la naissance, hein, qui n'ont rien à voir avec le mérite, et plus on a l'obligation de travailler un monde plus égalitaire, que l'égalité doit se faire par ceux qui ont reçu beaucoup. Mais ce n'est pas ce que j'observe. Ceux qui ont reçu beaucoup, ben, simplement veulent le garder et au besoin veulent l'accroître et empêcher ceux qui sont en bas de grimper. Pour beaucoup de gens qui appartiennent à la bourgeoisie, un pauvre est un futur bourgeois qu'on doit combattre. Vous avez compris que je ne partage pas ce point de vue. Alors, je vous lis ce qu'on dit, le passage sur la guerre en Russie. Chacune de ces lettres était un hymne à la guerre et au héros qui en était le dieu. Au commencement de l'année 1811, son régiment se trouvant à Paris, Bernard le fils, profita d'un congé de quelques jours pour courir embrasser son vieux père, qu'il était charmant sous son uniforme de lieutenant de hussards, que le dolman bleu à tresses d'argent faisait ressortir avec grâce l'élégance de sa taille, svelte et souple comme la tige d'un jeune peuplier, qu'il portait galamment sur l'épaule la pelisse bordée de fourrure, que sa brune moustache relevait fièrement sur sa lèvre fine et rosée, qu'il avait bon air avec son grand sabre, et quel joli bruit le parquet rendait sous ses éperons sonnants. Stampli ne se lassait pas de le regarder avec un sentiment d'admiration naïve, lui baisait les mains et doutait que ce fût son enfant. Comme le soleil à son couchant, l'astre impérial brillait de son plus bel éclat lorsqu'un frisson mortel passa sur le cœur de la France. Une armée de 500 000 hommes, dans laquelle la mère patrie comptait 270 000 de ses fils les plus forts et les plus vaillants, venait de passer à Niéman pour aller frapper l'Angleterre au sein glacé de la Russie. Le régiment de Bernard faisait partie de la réserve de cavalerie commandée par Murat. On reçut au château une lettre datée de Vilna, puis une autre dans laquelle Bernard racontait qu'il avait été chef d'escadron après l'affaire de Volontina, puis une troisième, puis rien. Les jours, les semaines, les mois s'écoulèrent, point de nouvelles. Seulement on apprit qu'une bataille, la plus terrible qui se fût donnée dans les temps modernes, avait été livrée dans les plaines de la Moskova. La victoire avait coûté 20 000 hommes à l'armée française. 20 000 hommes tués et point de lettres. L'empereur est à Moscou, mais point de lettres de Bernard. Stampli espère encore. Il se dit qu'il y a loin du château de la Séglière au Kremlin, et qu'entre ces deux points le service des postes ne saurait, surtout en temps de guerre, se faire très régulièrement. Mais des bruits sinistres circulent. Bientôt ces sourdes rumeurs se changent en un cri d'épouvante, et la France en deuil compte avec stupeur ce qui reste de ses légions. Que se passait-il au château? Ce qui se passait, hélas, dans tous les pauvres cœurs éperdus, qui cherchaient un fils dans ces rangs éclaircis par le froid et par la mitraille. Stampli s'étant décidé à s'adresser au ministère de la guerre pour savoir à quoi s'en tenir sur la destinée de Bernard, la réponse ne se fit pas attendre. Bernard avait été tué à la bataille de la Moskova. La douleur ne tue pas. Stampli resta debout. Seulement il vieillit de 20 ans en moins de quelques mois.
et quelque temps on le vit plonger dans une espèce de marasme approchant de l'imbécilité. On le rencontrait par le soleil ou par la pluie, errant à travers champs, tête nue, le sourire sur les lèvres, ce sourire vague et incertain, plus triste et plus déchirant que les larmes. Lorsqu'il sortit de cet état, le bonhomme en vint peu à peu à remarquer une chose à laquelle son esprit ne s'était jamais arrêté jusqu'alors, c'est qu'il n'avait autour de lui ni amitié, ni relation d'aucune sorte, et qu'il se trouvait dans un isolement absolu. Il crut même entrevoir qu'il était, dans la contrée, un objet de mépris et de réprobation générale. Et c'était vrai depuis de longues années. Tant qu'avait duré la terreur, et que maître Stamplier était resté modestement dans sa ferme, on ne s'était guère préoccupé aux alentours de sa fortune et de ses acquisitions successives. Mais quand des jours plus calmes eurent succédé à ces temps d'épouvante, et que le fermier se fut installé publiquement dans le château seigneurial, on commença d'ouvrir de grands yeux. Lorsqu'enfin les blasons et les titres réapparurent sur l'eau comme des débris après la tourmente, il s'éleva de toutes parts contre le malheureux châtelain un formidable concert d'injures et de calomnies. Que dit-on? Que ne dit-on pas? Les uns qu'il avait ruiné, volé, chassé, dépossédé ses maîtres, les autres qui n'avaient été que le secret agent du marquis et de la marquise, et qu'en abusant de leur confiance, ils refusaient de rendre les domaines et le château qu'il avait rachetés avec l'argent de la Seglière. Les bonnes âmes qui en 93 auraient été enchantées de voir trancher le cou du marquis, se prirent à chanter ses vertus et à pleurer sur son exil. Les sots et les méchants s'en donnèrent à cœur joie. Aux yeux même des honnêtes gens, la probité des Stamplis fut pour le moins chose équivoque. La triste fin de la bonne fermière, les remords qu'elle avait laissés éclater sur ses derniers jours donnaient du poids aux suppositions les plus outrageuses. Le train qu'avait mené Bernard pendant son séjour chez son père avait achevé d'exaspérer l'envie. Ça avait été à Poitiers et aux environs un tollé universel. Enfin, il n'y eut pas jusqu'à la mort de ce jeune homme qui ne servit de prétexte à l'insulte. On y reconnut un effet de la colère divine, une expiation méritée, trop douce au dire de quelques-uns. Loin de plaindre Stampli, on l'accabla. Loin de s'attendrir sur son sort, on lui jeta le cadavre de son fils à la tête. Ouais, mais c'est quand même une jolie description, hein, tout ça. Ouais. Et bien là, on voit les mécanismes de l'envie. Et bien là, c'est dans cet état-là qu'apparaît justement une amie qui ourdit des manœuvres pour permettre aux anciens maîtres de recouvrir leur domaine. Ouais. Et bien voilà, écoutez, ça se poursuit. Mais j'ai envie de, parce que l'effet que ça a chez moi de retrouver la discipline, en tout cas, le rituel de faire des vidéos quotidiennes, eh bien, ça me donne le goût de vous redire des choses. Et c'est possible que dans les prochains jours, j'en fasse deux. Une le matin et une le soir, où le soir, eh bien, je retrouverai mon naturel, hein, n'est-ce pas? Et je retrouverai ce qui sont mes véritables objets d'intérêt. Mais je finis par vraiment cette immersion dans cet immense corpus de la collection Nelson, eh bien, ça crée quelque chose dans mon esprit. Il y a des raccordements que je fais, des liens que je fais. Il y aurait deux séries que j'aurais en tête. Eh bien, celle-là serait très longue, c'est de faire une vidéo à chaque jour sur tous les académiciens. Alors
là, on en a quelques centaines depuis la fondation de l'Académie française. Quelques centaines, j'en aurais peut-être pour presque une année. Hein. En tout cas, si ce n'est pas une année, c'est pas loin de ça. Et une série également sur les Nobel de la littérature. Et là, j'en aurais pour plus de 100 ans. Donc, une bonne centaine de vidéos. Je jongle avec ces deux idées-là. C'est un projet qui occuperait toute l'année. Et à moins que et en plus que je les fasse en double. Alors, je pourrais se retrouver bientôt avec une année où je pourrais commettre 600-700 vidéos. Hein? Rattraper le temps perdu. Le temps perdu. Ouais. Alors, écoutez, je vous remercie d'être avec moi. Si nos vidéos vous plaisent, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Fabienne Rock, mon épouse. Les œuvres, une petite partie des œuvres que vous voyez là, derrière moi, sont d'elle. Et au-dessus de ma tête, c'est le dernier guerrier, un tableau absolument remarquable que je vous invite à venir voir au 2319 rue Bélanger. Vous pouvez également nous téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez aller, si le cœur vous en dit, aller parcourir ma page Facebook qui est ouverte à tout le monde, page Facebook publique où je dois dire, où je suis plutôt très actif. J'écris à longueur de journée. Oui, des petites choses, hein, des saillies, des aphorismes, des impressions qui me viennent entre deux clients, entre deux classements de livres, toutes sortes d'activités quotidiennes, de mes lectures, de mes pensées, de mes activités de libraire, véritablement indépendant, aucune subvention de quelque nature que ce soit. Même dans mes activités de publication, on prépare un livre, là, avec Luc Gosselin, et qui va sortir au début du mois d'août, hein, dans une quarantaine de jours. On est presque prêt. Il s'agit d'aller chez l'imprimeur, un petit tirage. Je vais vous en reparler de ça. Je vais vous en reparler. Une histoire de ce qui s'est passé au Québec avec le mouvement du Front de libération du Québec. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain pour de nouvelles aventures. Ou à demain, ou peut-être même à plus tard aujourd'hui. Merci, bonne journée.